Et vous voyez les diapos? Oui. Ok, bon, ben, on y va. Alors, désolé, j'ai eu un petit problème informatique, tout a planté. Donc, bonsoir à toutes et à tous. L'objectif, c'est pas de faire forcément très très long, mais de remettre les choses un petit peu en contexte, compte tenu de l'arrivée de l'accès précoce pour les 177 mutations rares, 6 ans et plus. Donc, je vous rappelle que cet accès précoce a été annoncé début septembre par Vertex et que les modalités ont été un petit peu longues à se mettre en place, en particulier parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'urgence, puisque la majorité des malades étaient déjà traités, et parce qu'il y avait l'autre accès précoce pour les 2-5 ans, dont on ne parlera pas ce soir, pour les 2-5 ans Delta F508, qui a été mis en place plus rapidement parce que c'était plus urgent, les patients n'étaient pas traités. Donc, ça va être le 5 février. Et cet accès précoce, il est très particulier. C'est la première fois qu'il y a un accès précoce comme ça, parce qu'il intervient dans un cadre où il y avait déjà le cadre de prescription compassionnelle et où les malades sont déjà traités. Et donc, je vous rappelle et je vous montre juste très brièvement quelques données, il n'y a pas de données très détaillées, mais du cadre de prescription compassionnelle. Le cadre de prescription compassionnelle, on l'a appelé 1 et 2, puisqu'il y en a eu une partie qui a été mise en place en mai 2022 pour les patients sévères, et une partie qui a été mise en place en juin 2023 pour l'ensemble des patients, le premier étant uniquement pour les 12 ans et plus sévères, et le deuxième CPC étant pour les 6 ans et plus, quel que soit le niveau de sévérité. Et donc, à ce jour, on nous a présenté quasiment 600 dossiers au cadre de prescription compassionnelle. On en a accepté 543, récusé 44, récusé avant traitement sur la base de mutations dont on savait que ça ne répondrait pas. Et vous voyez qu'en termes de mutations FDA, mutations non FDA, on a quasiment 400 mutations non FDA, patients avec des mutations non FDA, et 146 avec des mutations FDA, dont à ce jour, à peu près 111 ont été évalués. Et donc, en fait, ce qu'on va discuter aujourd'hui, ce n'est pas tellement du côté non FDA, c'est plus le côté FDA, où il y a quelque part entre 110 et 140 patients qui doivent transitionner d'un cadre de prescription compassionnelle à un accès précoce. Alors, comment ça va se passer? Donc, pour les patients qui sont déjà traités sous Kaftrio et qui sont pas Delta F508, bien sûr, hein, on ne parle pas de ça, il y a en fait deux catégories de patients. Il y a les patients qui sont traités dans le cadre de prescription compassionnelle. S'ils ont au moins un des 177 variants rares approuvés par la FDA, eh bien, à ce moment-là, il va falloir qu'ils passent en accès précoce. S'ils n'ont pas d'accès, enfin pas de variant rare FDA, ils vont rester dans le CPC. Donc, c'est le premier message. Le CPC ne ferme pas, le CPC reste ouvert et il reste ouvert pour tous les gens qui n'ont pas de mutation FDA. Je vous rappelle que la liste des mutations FDA, elle peut être trouvée très facilement, on peut vous la refaire parvenir, mais sinon elle peut être trouvée très facilement sur Internet, sur le résumé des caractéristiques produits américaines. Et sinon, vous avez un site web qui est www.tricafta.hcp, tout ça attaché.com, sur lequel vous pouvez rentrer vos mutations pour savoir si elles sont FDA ou pas FDA. Mais donc, il n'y a que les patients avec des mutations FDA qui vont rentrer dans l'accès précoce. Pour les malades qui sont en essai clinique, je vous rappelle que Vertex avait un essai clinique avec 18 mutations rares, non Delta F508, et ces malades sont maintenant dans la phase d'extension des essais cliniques, et ils sont à peu près 35 en France selon mes informations. Et si possible, il faut les garder dans les essais cliniques. Il peut y avoir quelques exceptions. On a eu le cas en particulier de patientes qui veulent des grossesses et qui sortent des essais cliniques à cause de ça. Et dans la mesure du possible, il faudrait que l'accès précoce ne soit pas en concurrence avec l'essai clinique. Ça, c'est pour les patients qui étaient déjà sous Kaftrio. Pour les patients qui ne sont pas encore sous Kaftrio, ceux qui n'ont pas de mutation FDA approved, eh ben, c'est le CPC comme d'habitude.
Pour les patients qui ont une mutation FDA approved et qui n'avaient pas été présentés au CPC, qui n'avaient pas commencé le traitement, eh bien, il va falloir qu'ils soient en accès précoce, mais avec un élément sur lequel on souhaiterait demander votre collaboration, c'est-à-dire de continuer à nous tenir au courant de ces dossiers, de façon à ce qu'on puisse colliger les données de ces mutations rares, et en particulier de l'effet du traitement sur les mutations rares, un petit peu comme on fait dans le CPC. Ça semble particulièrement important dans un contexte où Vertex a fait une demande à l'EMA d'accord sur les 177 mutations FDA, qui est pour l'instant loin d'être acquise d'après les quelques informations qu'on peut avoir. Donc ça veut dire que si on peut continuer à récupérer des informations sur l'effet du Kaftrio sur les mutations rares FDA, ça sera un point sans doute important dans l'avenir. La question, c'est de savoir combien de malades ça représente en France. Je vous mets ici la liste des centres et nombre de patients en ordonnée inclus dans le CPC, avec en jaune les mutations non FDA, enfin les patients avec des mutations non FDA, en vert les patients avec au moins une mutation FDA. Et vous avez en abscisse la liste des centres. Ça, en fait, tout cela sur cette première diapositive sont soit des centres adultes, soit les cliniciens, enfin les patients adultes des centres mixtes. Donc ça vous donne les chiffres. Donc vous voyez qu'en vert, ça représente finalement assez peu de malades par centre qui doivent transitionner. Et sur le côté pédiatrique, vous avez là aussi soit les centres pédiatriques purs, soit les centres mixtes avec les patients pédiatriques. Pourquoi on a séparé les centres mixtes en deux? Parce que c'est souvent des cliniciens différents, pas toujours, mais c'est souvent des cliniciens différents qui voient les malades. Donc voilà un petit peu, vous voyez que ça fait assez peu de malades. Vous allez avoir, d'ici la fin de la semaine, c'est-à-dire, on est déjà mercredi soir, donc demain ou après-demain, là on a fini les listes, on va vous les envoyer. Pour chaque centre, on va vous envoyer la liste des patients qui étaient avec une mutation FDA dans le CPC, de façon à ce que vous puissiez les passer en accès précoce. Je vous rappelle que l'accès précoce va donc être va débuter le 5 février. Ça veut dire que pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur la plateforme Vertex, il faut créer un compte. Mais ça veut dire aussi qu'à partir du 5 février, vous ne pourrez plus commander de renouvellement de traitement pour les patients qui étaient dans le CPC et qui vont transitionner dans l'accès précoce, qui ont au moins une mutation FDA. Donc, on a discuté de ça avec Vertex et ils sont d'accord pour que, pour tous les patients qui étaient et qui sont actuellement dans le CPC et qui vont transitionner vers l'accès précoce, vous fassiez une commande d'un mois supplémentaire de traitement dans le cadre du CPC dans les quelques jours qui viennent, donc avant le 5, de façon à ce qu'on soit sûr que les malades aient du traitement d'avance et qu'il n'y ait pas de rupture de traitement dans la transition entre le CPC et l'accès précoce. Donc ça veut dire que pour tous vos patients de 6 ans et plus qui ont au moins un variant FDA et qui sont dans le cadre de prescription compassionnelle, on vous engage dans les 4 jours qui viennent à refaire une commande d'un mois de Kaftrio auprès de Vertex, parce qu'après, vous ne pourrez plus faire de commandes, vous serez obligé de faire des commandes dans le cadre, dans l'accès précoce. Et je vous rappelle aussi que l'accès précoce ne changera pas grand-chose pour les malades, puisque globalement, ça sera toujours une dispensation hospitalière. Voilà, c'était ma dernière diapo. Je vais arrêter de partager de façon à ce qu'on puisse se revoir. Et puis, si vous avez des questions, on peut essayer de voir si on a les réponses, ce qui est jamais totalement évident. Le partage est arrêté chez vous ou pas? C'est-à-dire envoyer les diapos? Vous voyez encore les diapos ou vous ne les voyez plus? Non, on les voit. On les voit. Bon, bah c'est bon. Ok, c'est bon.
Là, on voit un partage d'écran. Là, il y a un partage d'écran. Ok, ça y est, il est Voilà. arrêté. Et je sais pas, je suis sur une interface bizarre qui n'est pas l'interface habituelle. Alors, Chantal, Chantal, tu as la main levée, mais par contre, on ne t'entend pas parce que tu es sur mute. Ah oui, excusez-moi, oui, j'avais oublié d'activer le micro. Tu nous dis qu'il faut commander un mois supplémentaire avant le 5 février dans le cadre toujours du CPC, c'est ça? Oui, donc ça, exactement. On voit ça auprès de nos pharmacies hospitalières. Exactement. Donc, ça veut dire que pour les quelques malades dans chaque centre, il faut, dans les 4 jours qui viennent, recommander un mois de plus, même si le malade vient de commander il n'y a pas longtemps. D'accord, donc en fait, il faut surtout qu'on se rapproche de nos pharmaciens, quoi. Ouais, mais de toute façon, après, dans l'accès précoce, globalement, la façon dont ça fonctionne, c'est que les médecins créent un compte, mais derrière, c'est les pharmaciens qui commandent, hein, donc Oui, ça va être pareil. oui, c'est pour ça que je dis que ça ne change pas grand-chose, parce que moi, j'étais persuadée que la dispensation allait être en ville, en fait, du Kaftrio. Donc, ça reste à l'hôpital, d'accord. Eh bien non, la dispensation à la demande de Vertex et des autorités de santé reste à l'hôpital. Ok, très bien, merci. Juste parce que pour un accès précoce, ça ne peut être fait qu'à l'hôpital, c'est réglementaire. Non, c'est pas vrai, Isabelle. Ah bon? Ça peut parfaitement être fait en ville. Tout ça, c'est des choix qui leur permettent de savoir comment ils gèrent les choses. Et ça dépend du type d'accès précoce. Parce qu'on est dans un accès pré-AMM. Donc, moi, ce que j'avais compris, c'est que les accès pré-AMM, ça ne peut être qu'à l'hôpital. Oui, mais parce que c'est un pré-AMM. Mais en fait, ça dépend de ce qu'ils veulent. Mais effectivement, là, c'est un pré-AMM. Mais c'est pas la même chose, si tu veux, quand la forme galénique existe déjà, comme on a là, ou quand la forme galénique n'existe pas encore, comme c'est le cas pour les 2-5 ans, et qu'elle n'est pas commercialisée. Voilà, mais bon, ça, c'est des détails. De toute façon, la seule chose qui compte, c'est que globalement, là, on reste en prescription, enfin en dispensation hospitalière pure. Alors ensuite, Anne Guillaumeau, dans l'ordre de mon écran. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question pour les patients qui ne sont pas dans le CPC, qui ont une mutation FDA. On va directement sur la plateforme pour demander l'accès précoce à partir du 5 février, c'est ça? C'est exactement ça. Il n'y a pas de critère de CPC, on est d'accord? Non, il n'y a aucun critère de rien. Le seul critère qui va être bloquant, c'est mutation FDA. Après, pour ces malades-là, on aimerait que c'est sur la base du volontariat, on ne peut rien exiger, mais ça serait bien que vous teniez au courant le site coordonnateur, que vous nous teniez au courant, de façon à ce qu'on puisse continuer à colliger les données et qu'on garde le principe d'une évaluation précoce à 4 ou 6 semaines de traitement, qui sera en rien bloquante parce que de toute façon, ces malades vont rester sous traitement, mais par contre, qu'on continue à récupérer des données de tests de la sueur, de VEMS, etc. Parce que un des problèmes, c'est la discussion entre Vertex et les autorités de santé, en particulier l'EMA, où globalement, il y a beaucoup de mutations parmi les 177 où il n'y a aucune donnée clinique. Et donc derrière, l'EMA a tendance à penser qu'il n'y a pas toujours de preuves que ces données in vitro sur les cellules FRT se translatent en effets cliniques réels. Et dans le registre américain, il n'y a pas non plus toutes les mutations qui ont été testées, il y en a à peine un peu plus de la moitié. D'accord. Et pour ces données de suivi, on fait la même chose que la première année de Trikafta, Kaftrio, donc c'est 1 mois, 3 mois, non, pas forcément? Alors, de toute façon, tous les malades, là aussi sur la base du volontariat, bien sûr, doivent rentrer dans les études observationnelles nationales, que ce soit Kaftrio pour les 18 ans et plus et module CF pour les plus jeunes. Mais ce qu'on aimerait, encore une fois, si vous en êtes d'accord et si ça vous semble raisonnable, c'est continuer à récupérer des bilans précoces de ces patients, comme on avait dans le cadre de prescription compassionnelle, qui sont globalement assez peu de choses. Hein. Ce qu'on souhaite avoir, c'est une évolution du poids, de la fonction respiratoire et du test de la sueur. Et après, si vous avez plus de données, on est preneur aussi. Mais c'est ça le minimum, de façon à s'assurer qu'on augmente le nombre de patients avec des mutations FDA pour lesquels on a des données et qu'on ne soit pas obligé d'attendre plusieurs mois, voire ou plus,
où on fasse des extractions des études nationales pour avoir ces données-là. Parce que ces données-là vont sans doute revêtir un caractère stratégique dans les mois qui viennent, dans les négociations qu'il peut y avoir entre Vertex et l'EMA. Merci. Corinne Guérin. Oui, bonsoir. Je voulais juste préciser que pour les pharmaciens que nous sommes, la commande, ça veut dire au plus tard vendredi. Donc, il faut absolument que les listes soient envoyées demain. Elles sont prêtes. Mais oui, voilà. mais il faut qu'elles soient prêtes pour tous les centres partout. Parce que elles sont prêtes pour tous les centres partout. Ça ne nous laisse vraiment pas beaucoup de temps. Hein. Non, mais elles sont prêtes pour tous les centres partout. Mais un point quand même, hein. On a été informé il y a 8 jours qu'il y aurait la transition le 5 février. Il y a 47 centres en France, il y avait 600 malades à recueillir, etc. Donc, on a mis un petit peu de temps à pouvoir faire les listes. Voilà. Mais elles sont prêtes, elles partiront demain matin. Ok. Et puis sinon, je rejoins ce que disait Isabelle Sermet, l'accès précoce, c'est forcément en pharmacie hospitalière. Il n'y a pas d'autres issues, même en AP2, hein, du moment que tu as un produit, même si c'est une spécialité, du moment que c'est une nouvelle indication, ça revient sur l'hôpital. Ça pose des problèmes pour certains, mais d'accord. Le pharmacien de ville risque de ne pas être remboursé. S'il y a un contrôle, le pharmacien de ville qui possède les mêmes spécialités, mais dans une indication autre, pourrait ne pas être remboursé de sa dispensation. D'accord, mais on rappelle au passage qu'on a récupéré un certain nombre de fois des patients non Delta F508 qui avaient été traités avec des ordonnances de ville, avec des dispensations en pharmacie de ville. Hein. Oui, quand il existe, bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment au risque et péril des prescripteurs et des pharmaciens. Hein. Des pharmaciens, tout à fait, tout à fait. Ok. Thierry. Oui, il faut effectivement, on a aussi des pharmaciens hospitaliers périphériques, hein, puisque nos régions sont parfois pas toutes dépendantes des pharmacies CHU, donc il faut qu'on les prévienne rapidement, si j'ai bien compris, il reste demain, quoi. Autre question, est-ce qu'il ne faudrait pas proposer un mini CRF, mini centrale, données centrales, quoi? On n'a peut-être pas besoin d'en faire un nouveau, alors que si c'est le CRF pour les études nationales, que tu aies une mutation Delta F508 ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire pour Kaftrio et module CF, ça ne change rien. Et pour les données qu'on a pour les données précoces, il me semble que ce qu'on a déjà en place, qui est juste le tableur Excel que vous connaissez tous, c'est vraiment un set minimal de données. Donc, si tu veux, j'aurais été favorable à ce qu'on garde la même chose et qu'on ne refasse pas une usine à gaz, quoi. Non, mais dans ce cas-là, il faut le préciser, qu'on utilise exactement le même. Voilà. C'est exactement ça. Merci de la question. Et effectivement, c'est exactement ça. L'objectif, c'est de ne rien changer. Si vous pouvez, quand vous avez de nouveaux malades, que vous mettez dans l'accès précoce, juste nous tenir au courant et on vous renverra individuellement ce dont on a besoin, ce qu'on aimerait que vous nous renvoyiez. D'accord, que ce soit bien précis, hein, sinon après, le temps passe vite. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En attendant que les idées viennent, faut être clair, tout ça est quand même beaucoup de travail et beaucoup d'administration pour pas grand-chose, parce que on est dans un élément où les malades étaient déjà traités, mais globalement, on a eu beau expliquer ça au laboratoire, ils n'ont rien voulu entendre sur le fait qu'ils voulaient faire cet accès précoce. Hein. Et donc, ça va juste demander du travail à tout le monde, alors que les malades sont déjà traités. Hein. Moi, j'avais encore une petite question là, Anne Guillaumeau. C'est vous qui envoyez la liste des patients FDA éligibles? Parce que moi, j'avais repéré de mon côté, je ne les vois pas sur votre graphique. Oui, bien sûr. Sur mon graphique, il n'est plus affiché, donc je ne sais pas. Mais nous, on envoie la liste des patients FDA qui étaient déjà traités dans le cadre de prescription compassionnelle. Si vous avez des patients FDA qui n'étaient pas traités dans votre centre, ça, c'est votre responsabilité. Nous, on n'a pas. Hein. D'accord, ok. Merci. Encore
une fois, l'objectif de vous envoyer ces listes est de vous faciliter un tout petit peu le travail et de savoir parmi vos patients qui sont déjà en compassionnel, lesquels doivent transitionner, lesquels ne doivent pas transitionner, c'est tout. Hein. Mais sinon, en théorie, c'est la responsabilité de chaque clinicien de faire ça. Comme nous, on a les listes, on a pensé que ça vous aiderait, c'est tout. Hein. Pas de souci, c'est fait. Merci. Il faut aller vite, donc oui, tant mieux. Oui, Pierre-Régis, c'est aussi, avec l'envoi de la liste, ça serait peut-être pas mal d'envoyer aussi le lien vers la plateforme, la nouvelle plateforme pour l'AP1. Parce que les pharmaciens vont devoir aussi se loguer pour s'enregistrer sur cette plateforme et après pouvoir récupérer vos données et certainement… Certes, mais en principe, enfin moi je veux bien qu'on le fasse, mais en principe, chaque responsable de centre a reçu ça de Vertex. Hein. On a tous eu des mails de Vertex, moi je l'ai reçu, hein. On a tous eu des mails de Vertex disant ça. Hein. Donc on va faire circuler ça, mais voilà, tous les responsables de centre ont eu ça. Oui, mais pas les pharmaciens. Et ouais. Il faut aussi qu'on soit sur la plateforme pour pouvoir valider les demandes et pouvoir commander derrière. Bien sûr. Mais du coup, en termes techniques, pour la pharmacie, vous avez d'autres accès précoces, donc vous devez vous identifier pour chaque accès précoce avec un nombre, parce qu'en pédiatrie, du coup, effectivement, nous, il y avait un accès spécifique. Donc, vous n'avez pas un accès pour tous les accès précoces. Ah non, et selon le labo, il peut très bien avoir contracté avec d'autres plateformes pour d'autres indications. Donc, parfois, on les multiplie. Mais en tous les cas, pour tous les accès précoces qu'on peut avoir, on a chaque fois une plateforme différente. Et c'est juste un peu l'horreur, mais… Mais par contre, si je ne m'abuse, pour tous les centres pédiatriques qui sont déjà dans les accès précoces de 5 ans de Vertex, c'est la même plateforme. Donc ça veut dire que vous-même et vos pharmaciens avez déjà des identifiants. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les centres adultes qui n'avaient pas d'accès précoce et sur lesquels il faut qu'on crée tout ça. Donc oui, absolument. Et donc c'est la plateforme, c'est ICTA qui gère ça, qui est effectivement assez bien rodée et qui va vous rappeler si vous ne remplissez pas les fiches ad hoc ou vous demandez des renseignements si vous ne les avez pas faits. Mais en général, ça se passe vraiment bien. D'autres choses ? Un point important, on pense que les choses vont bien se passer, mais on n'en est jamais totalement sûr. Le côté transition d'un cadre de prescription compassionnelle à un accès précoce, c'est une grande première, ça n'avait jamais été fait, ça n'avait même jamais été réfléchi par nos autorités de santé. Donc, si vous aviez des problèmes, n'hésitez pas à nous les faire remonter de façon à ce qu'on puisse argumenter auprès du laboratoire. Et par ailleurs, vous verrez que comme dans tout processus de suivi, que ce soit les cadres de prescription compassionnelle, les accès précoces, etc., ils ont un protocole de suivi derrière qu'ils appellent, je crois, PUT pour protocole d'utilisation, je crois, thérapeutique, qui a été allégé au maximum pour les patients qui transitionnent d'un programme à l'autre, mais il y a quand même des fiches à remplir et des trucs, voilà. Et on a fait ce qu'on a pu, mais on leur a fait supprimer quasiment 90% de ce qu'ils avaient demandé, mais il en reste. Si je peux me permettre, c'est PUTRD pour la pédiatrie, puisqu'on est rompu à ça. Effectivement, la seule fiche obligatoire pour le coup, et c'est comme ça qu'on s'est aussi organisé, c'est la fiche M0 pour pouvoir effectivement avoir l'accès, avoir le remboursement et que ça soit envoyé à vos pharmacies hospitalières. Ensuite, les autres fiches sont conseillées, mais pas obligatoires. C'est-à-dire, une fois que l'accès a été fait, donc effectivement, du coup, il y a un renseignement M1, puis ensuite régulièrement. C'est assez simple, hein. Mais donc ICTA peut relancer, c'est la plateforme ICTA. Mais effectivement, la seule véritablement absolument obligatoire, c'est la fiche initiale à remplir qui est vraiment très simple. Ouais, c'est effectivement derrière pas bloquant, mais les discussions qu'on a pu avoir, que ce soit avec l'HAS ou avec la NSM,
ils insistent lourdement sur le fait que ça serait bien qu'ils aient les données comme ça, parce que sinon ça fait désordre pour eux et ça donne pas une très bonne représentation de la mucoviscidose auprès des autorités de santé. Voilà, moi je le livre tel quel, c'est du boulot en plus, c'est compliqué, etc. Encore une fois, on a essayé d'alléger au maximum ce travail. Et il est extrêmement allégé pour les patients qui seront la majorité des patients qui transitionnent du cadre de prescription compassionnelle vers l'accès précoce. Il est plus lourd pour les patients qui débutent en accès précoce. Isabelle Petit a levé la main. Oui, bonjour. J'ai une petite question technique. Les envois vont être faits uniquement aux responsables de centre? Parce que nous, la nôtre est en vacances et elle n'est pas là pendant un petit bout de temps. Si vous souhaitez, nous c'est un peu compliqué, on peut pas, on fait ça de façon artisanale, on peut pas envoyer, on n'a pas le mailing de chaque centre avec tous les représentants, etc. On va pas y arriver dans le laps de temps demandé. Donc, on va l'envoyer à tous les responsables de centre. Si vous avez un problème spécifique, vous m'envoyez un mail, vous envoyez un mail à Jennifer Da Silva et on vous enverra spécifiquement à d'autres membres du centre. Enfin, on peut vous le renvoyer, mais on ne peut pas le faire pour tout le monde, tous les destinataires dans chaque centre. C'est pas possible. J'imagine bien, mais donc je vais faire ça parce que sinon… Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais vraiment, ça sera du cas par cas. Encore une fois, on est dans l'artisanat. Hein. Ouais, et dans l'urgence aussi. Exact. Mais merci beaucoup, hein, c'est sympa. Et on a fait le tour, on n'est pas obligé de rester plus longtemps. Hein. Après, il faut que vous ayez toutes vos réponses. Et puis s'il reste des questions, des choses qui viennent a posteriori, vous pouvez toujours nous recontacter. Mais vraiment, les messages importants, on peut les redire rapidement. Hein. Il n'y a que les malades avec des mutations FDA qui transitionnent dans l'accès précoce. Le cadre de prescription compassionnelle reste ouvert pour les malades non FDA, qu'ils soient en cours de traitement ou que ce soit les nouveaux traitements. Quand vous avez des malades en phase d'extension des essais cliniques, il vaut mieux pas les sortir pour les mettre en accès précoce, il vaut mieux les laisser dans les phases d'extension des essais cliniques. Et puis, faites, dans la mesure du possible, des commandes avant le 5 février. Thierry Nouvelle a une question. En fait, je n'ai pas une question, c'était juste pour vous remercier tous. C'était juste pour vous remercier tous d'avoir fait en sorte qu'il y ait presque 600 patients qui puissent essayer Kaftrio là, sur les derniers mois. Je trouve que ça a été du boulot pour tout le monde. Pour Pierre-Régis, tous ceux qui se coltaient les 50 réunions pour vérifier comment ça fonctionnait. Donc je pense que l'association et puis tous les patients peuvent vous dire encore une fois un grand merci. Donc il y a encore du boulot, je vois, hein, donc en plus dans l'urgence. Donc courage aussi. Merci encore. Merci Thierry. Et le message, hein, quand même, c'est toute une équipe qui a travaillé là-dessus. Et c'est assez exceptionnel et assez magnifique de voir que tous les centres ont joué le jeu et participé. On rentre chez nous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci.